Question. Niger, intervention militaire, pourquoi Paris s'agite-t-il? Nous nous interrogeons encore ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricanisme. Eh bien, on va se rappeler du putsch militaire du 26 juillet dernier au Niger qui suscite aujourd'hui l'inquiétude, nous dit-on, de la France dont les intérêts économiques et sécuritaires dans ce pays sont importants. Le Niger, malgré la pauvreté de sa population, est le deuxième partenaire commercial de la France en Afrique francophone. Il fournit 30% de l'uranium importé par la France et une part non négligeable du pétrole. De nombreuses entreprises françaises comme Orano, Total ou Bolloré y sont encore implantées. Est-ce pour cela que la France s'agite? Est-ce pour cela que Macron aujourd'hui s'agite? Sur le plan sécuritaire, le Niger, nous dit-on toujours avec le Quai d'Orsay, est un allié de poids dans la lutte contre le terrorisme islamiste au Sahel. Mais depuis des lustres, peut-on dire réellement que les soldats français ont lutté contre le terrorisme? D'ailleurs, pour bon nombre d'experts sur le continent noir, c'est même ces soldats français qui entretiennent justement ces terrorismes dans le Sahel. La France, il faut le rappeler également, mesdames, messieurs, il y a déployé 1500 soldats dans le cadre de l'opération Barkhane. Elle craint aujourd'hui qu'un pouvoir déstabilisé ne puisse plus assurer efficacement le contrôle du territoire. Depuis quand la France s'inquiète de ce qu'un pouvoir ne puisse plus sécuriser son territoire? En fait, les militaires révolutionnaires qui ont pris le pouvoir du côté du Niger l'ont pris justement parce qu'ils en avaient marre de voir leurs frères d'armes tomber justement dans cette mascarade qu'on appelle le terrorisme islamiste, pour ne pas dire le djihadisme. Car depuis la nuit des temps, la France a fait croire à la terre entière qu'elle luttait contre le terrorisme du côté du Sahel, mais tout le monde le sait, on sait que c'est pour protéger ses intérêts. Mais la France a-t-elle réellement les intérêts sur le continent noir? Puisque tout le monde le sait, c'est elle qui pille, vole et surtout achète l'uranium du Niger à bas prix, pour ne pas dire à vil prix. L'agitation de Paris donc se traduit dans la crainte de perdre un allié économique et militaire précieux au profit de puissances rivales comme la Chine ou encore la Russie. La France se retrouve en position délicate devant ménager ses intérêts vitaux tout en prônant ses valeurs démocratiques. Quelles valeurs démocratiques d'ailleurs? Le nouvel équilibre auquel devra trouver au Niger sera scruté dans toute l'Afrique francophone. Mais pendant ce temps, mesdames, messieurs, la France s'agite parce qu'elle veut justement une intervention militaire du côté du Sahel. Autre chose également, elle craint que pendant justement cette intervention militaire, eh bien, ses intérêts, si jamais il y a intérêt français de ce côté-là, soient touchés. On parle bien sûr de Total, de Orano et sans oublier Bolloré, qui sont réellement implantés dans ce pays, qui le pillent depuis des lustres et qui appauvrit, on va le dire ainsi, les Nigériens. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce mardi matin. Niger, intervention militaire, pourquoi Paris s'agite-t-il? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est notre invité ce mardi matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de Panafricaniste TV, Parole aux panafricanistes. Bonjour à notre équipe technique. Et je t'écoute, Steve. Eh bien, docteur Jean-Paul Mbelek, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous parlons du Niger ce matin et surtout de l'intervention militaire de côté de la CEDEAO. On nous fait savoir que, forcément, ils vont justement intervenir du côté du Sahel, pour ne pas dire côté du Niger, même si on nous fait croire également de ce côté de la CEDEAO qu'ils prônent, on va le dire, le dialogue entre, on va le dire, les États. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, première chose, je trouve que la CEDEAO, c'est un machin qui ne travaille pas pour l'Afrique. Il travaille, je répète ce que beaucoup ont déjà dit, qui travaille pour des intérêts occidentaux, spécialement otaniens et dans le cas présent de la France. Et c'est dommage parce que dans la CEDEAO, qui va au-delà de l'UMOA, qui est une zone monétaire liée au CFA, le CFA géré par la France, même si le CFA est mort il y a déjà le 31 décembre 2020, c'est dommage que des États comme le Nigeria
qui sont déjà pas, entre guillemets, francophones, mais plutôt, entre guillemets, anglophones, et qui, en plus, est la première puissance économique de l'Afrique, et qui, en plus, a plus de 220 millions d'habitants, c'est-à-dire beaucoup plus que la France, et que le Niger se soumette au dictat de la au France. dictat de la France. Franchement, ça, c'est très regrettable. Voilà. C'est-à-dire que le Nigeria, les chefs d'État nigérians ne sont même pas conscients de leur position dans le monde. C'est-à-dire ce qu'ils représentent en tant que puissance. Ils ne se vivent pas comme puissance, ils se vivent comme des soumis, même à un pays comme la France. Le Nigeria, même en taille, c'est presque 2 fois la France. Pas tout à fait, mais presque. Donc, en quoi le Nigeria a à se soumettre à la France, qui n'a même pas une once de matière première viable, alors que le Niger en a quand même, ne serait-ce que le pétrole. Voilà. Sans compter la richesse humaine, on connaît l'importance des Nigérians, même sur le plan scientifique. Je signale que dans la sous-région, même en Afrique, et si on veut savoir où est-ce qu'on trouve des astrophysiciens, ici au Cameroun, je suis le seul, dans la sous-région, je suis le seul, excepté au Nigeria. Parce qu'il y a des astrophysiciens au Nigeria, et qu'il y a même des aînés qui nous ont précédés. Je pense au professeur Pius Nwanké Okeke, qui a introduit l'astrophysique au Nigeria dans les années 60 déjà. Il était déjà docteur en astrophysique, lui, dans les années 60. C'est lui qui a créé le centre de Nsukka, où maintenant l'État nigérian a implanté un centre de contrôle spatial. Voilà. Mais c'est le professeur Pius Okeke qui lui-même, il a même créé une revue, ça s'appelait Sud-Africain. C'est lui qui a formé les premiers Nigérians à l'astrophysique. Et j'en ai rencontré un de ses élèves à Alger. Il était là pour former les Algériens, pour leur montrer comment on peut construire des grands télescopes et les manipuler et qu'est-ce qu'on peut en faire, surtout au niveau de l'astronautique. Et il s'appelle Bonaventure Okere. Je l'ai rencontré lui-même. Voilà, là-bas à Stade Constantine, précisément. Si je ne me trompe pas de la date, en 2010. Voilà. Donc, le Nigeria, comment on peut se soumettre à un État? Ça, c'est incroyable. Alors, quant à savoir s'il faut négocier entre États, bon, déjà, ça veut dire que la CEDEAO reconnaît donc la transition. Donc, ils sont ambigus. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la transition de la France en premier. En même temps, ils vont négocier avec qui alors? Et puis, négocier pour mettre quoi? Bazoum? Non, puisque la transition est du côté du peuple qui demande le départ de Bazoum. C'est eux qui parlent de démocratie. Bazoum, c'est excite. Et si d'ailleurs, ils trouvent que le dialogue n'est plus possible, ils veulent aller au-delà. La transition a déjà fait comprendre que Bazoum sera exécuté avec ses associés. Donc vous venez même sauver qui? Puisque vous venez, Bazoum est exécuté. Vous ne venez pas, Bazoum n'est plus au pouvoir. Donc Bazoum n'est plus dans le jeu. Donc l'agitation de la CEDEAO ne concerne pas le fait de rétablir l'ordre constitutionnel comme ils aiment bien le dire. Ok? Voilà, si on doit suivre la Constitution, Bazoum est un traître. Il a été accusé de haute trahison. Dans ce sont des faits qualifiés maintenant. Donc, Bazoum est déjà considéré comme un traître. Donc, si on suit la constitution nigérienne, Bazoum n'est même plus à considérer. Donc, la CEDEAO fait la guerre pour des puissances étrangères. Elle veut faire cette guerre. Mais, Steve, je te dis tout de suite, hein, c'est du bluff. Oui. C'est du bluff, pourquoi? Parce qu'une telle guerre, ils ont déjà vu en Ukraine. Qu'est-ce que ça a donné? Une telle guerre précipite la fin de l'influence française dans toute l'Afrique. Pas seulement l'Afrique francophone. Oui. C'est-à-dire que ce qui se fait au fur et à mesure, en prenant des années pour qu'on en finisse, par exemple, le CFA continue à fonctionner alors qu'il est mort, voilà, eh ben, ça va être de l'accélérer. Donc, tu penses, qui est-ce qui est pressé d'accélérer sa mort? Personne. Personne. Ah, sauf, si, les imbéciles. Ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'il fait. En passant, on dit Djongmout ni Belenbergeli, Yirilian Bous. J'ai dit ça lentement, peut-être que c'est trop rapide. Djongmout, Belenbergel, Yirilian Imbous. Bous, c'est le dos. C'est-à-dire que ce fou-là, cet imbécile-là, ne sait pas qu'il porte une charge lourde au dos. Tu vois? Voilà. Donc, quand c'est des imbéciles comme ça, là, ils peuvent faire des actes inconsidérés qui vont leur coûter très cher. Et, voilà. Et qui va payer le prix? C'est le peuple français. Nous sommes solidaires avec tous les peuples du monde, donc y compris avec le peuple français. On aimerait bien éviter ces souffrances au peuple français, d'autant plus que nous avons une diaspora là-bas. Oui. La meilleure façon de le faire, c'est que les dirigeants français soient un peu plus raisonnables et comprennent que c'est fini. Les Africains ne sont plus leurs esclaves. Pourquoi Paris s'agite-t-il alors finalement? Il s'agite parce que c'est comme, tu sais, tu mets un os dans la bouche d'un chien qui a faim et tu essaies maintenant d'arracher l'os. Et bien sûr, le chien, il veut pas que l'os, il veut pas perdre son os, quoi. Oui. Voilà, parce qu'il sait que si tu enlèves l'os là, et il va falloir qu'il aille chercher un autre os ailleurs. C'est pas sûr que dans son petit territoire, il trouve l'os. La France a vécu sur le dos de l'Afrique. Je l'ai encore vu dernièrement quand j'étais en France. La France vit sur le dos de l'Afrique. Voilà. C'est même pas la peine de dire francophone ou pas, parce que là, on parle de Nigeria, c'est pas francophone, du Ghana, c'est pas francophone. Oui. La France, donc, et dans ces gains-là,
il y a une oligarchie en France qui en profite plus même que la population française qui déjà en profite. Oui. Tout le monde en profite, mais l'oligarchie encore plus. Ces gens-là, ils doivent se positionner par rapport à d'autres oligarchies dans le monde qui font partie du même monde occidental. OK? Ce sont les 13 familles dont on parle, non? Mais ils sont délocalisés. Les 13 familles, il y en a en France aussi. Et ils sont les sous-sections là. Alors, donc, leur influence va forcément baisser. Et ils vont avoir affaire à leur peuple. Soit ils partagent ce qu'ils n'aiment pas faire, parce qu'eux, ils ont quand même beaucoup amassé, soit ils ne partagent pas. Et à terme, le peuple français aussi peut se soulever. On a vu les gilets jaunes, par exemple. Voilà. Donc, je pense que l'intérêt de la France, c'est ce qu'on dit en bas, ça, on corps, on quitte, on corps, on lève. Tu as l'habitude de couper, tu as l'habitude de jeter. Ils se sont tellement habitués à ce jeu-là, dans lequel, même sur le plan humain, les Africains ne sont même pas considérés comme des humains. Parce que si on était considérés comme des humains, regarde comment ils traitent les Ukrainiens. Ils les ont même accueillis chez eux. Mais regarde comment ils traitent notre diaspora là-bas. Ils tuent. La dernière fois, c'était le jeune Naël. Avant Naël, beaucoup d'autres sont décédés la même année, même, à quelques semaines d'intervalle. Il y a un jeune Guinéen aussi qu'on a assassiné comme ça. Voilà. Naël, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'il y a eu des images. Et puis, bon, la façon dont il est mort, tout ça. Bref, quelque chose. Il y a une circonstance qui a fait que lui, on en a parlé. Mais et les autres, il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, cette France-là, anti-africaine. C'est-à-dire que, parce qu'ils nous ont réduit en esclavage. Ils ont donné quoi en compensation? Ils continuent à dire qu'ils ne veulent pas faire de repentance. Ils, c'est qui? Cette classe politique, cette oligarchie, y compris militaire, financière, économique, qui vit sur le dos de l'Afrique. Pourquoi ils n'exploitent pas leurs propres richesses? Chaque peuple a eu ses richesses que Dieu lui a données. Tu vois? Donc, ils pensent qu'ils ont des intérêts en Afrique. Moi, j'ai toujours dit qu'ils n'ont aucun intérêt. C'est du pillage, c'est du vol. Et nous, on est prêts à mettre fin à ça. Donc, à partir de ce moment-là, eux, ils sont... Mais ils vont finir par comprendre. Il y a plus que parmi eux, il y a des plus grands, comme les États-Unis, qui réfléchissent, non? Oui, commencent à prendre... Voilà, ils réfléchissent. Pourquoi? Parce que tu sais, Steve, je vais le dire ici, hein. Oui. On se demande pourquoi les États-Unis... Alors, on dit qu'ils veulent garder leur base. OK, on va voir. Honnêtement, est-ce que les États-Unis peuvent garder... Ils ont deux bases là-bas, dont une à Agadez, une base de drones, etc. Est-ce qu'ils peuvent garder une base si le Niger, comme le Mali, fait appel à une coopération militaire russe? Ils vont rester là? Non. C'est pas évident. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est pas simplement garder les bases. Non, il y a autre chose. Je le dis, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire clairement et nettement là. Oui. La diaspora noire qui existe aux États-Unis, elle n'a pas encore assez ouvert les yeux. Or, ces problèmes, par exemple ceux du Niger, si les États-Unis ne font pas attention, elle va ouvrir les yeux. Et si cette diaspora ouvre les yeux, je te dis que les États-Unis, on en parle comme une puissance. Tu vas voir comment elle va s'écrouler. Parce que les Noirs représentent une force États-Unis, mais c'est une force qui est exploitée. C'est que, dans le cas des Noirs américains, non seulement des Afro-américains, non seulement, ici en Afrique, on exploite la richesse, mais ils exploitent beaucoup le côté, l'homme africain-américain. Oui. Que ce soit au niveau de la production scientifique, au niveau culturel, tout et tout. Et finalement, ils occupent le dernier. C'est que la grande misère, c'est pour eux. On a même vu pour le Covid. Exactement. Donc, s'ils venaient à ouvrir les yeux, et même au niveau de l'armée, c'est une grande partie de l'armée américaine. Et ce sont les meilleurs combattants. Donc, les États-Unis, eux, leurs jours vont être comptés. En tout cas, il y aura un tel désordre que c'est pas sûr que ça sera États-Unis. Puisque même aux États-Unis, il y a des États qui sont prêts à demander leur indépendance. Le Texas, la Californie. Donc, si un tel mouvement commence avec les Africains américains, mais d'abord, il y a d'autres communautés qui vont se réveiller aussi. Les latinos. Et puis, les États sécessionnistes vont demander leur indépendance parce qu'ils verront bien que l'État fédéral n'est pas viable. Donc, comme eux, ils sont un peu plus calculateurs, ils disent pragmatiques, hein, les anglo-saxons, là, oui, que les gens comme les Français, là. Hein. Eh ben, ils voient aussi ce côté-là. C'est pas simplement le fait d'avoir une base quelque part. C'est aussi les retombées dans leur propre pays. Et quand ils font des projections, ils se disent que c'est pas seulement négocier avec les Niger, hein, c'est-à-dire qu'il faut que désormais ils commencent à faire attention à l'Afrique. L'Afrique risque d'être c'est-à-dire que risque de précipiter leur chute, au-delà de la dédollarisation. Je pense qu'ils en tiennent compte. Et s'ils n'en tenaient pas compte, eh bien, qu'ils en tiennent compte maintenant. Parce que c'est ce qui va se passer. Si la prise de conscience continue en Afrique et que ça implique les États-Unis, la communauté africaine-américaine va forcément ouvrir les yeux. Parce qu'ils sont solidaires de l'Afrique. Veut ou veut pas, ce sont nos descendants. Et beaucoup d'entre eux sont quand même conscients qu'ils sont de descendants. Pas seulement le fait de savoir qu'on est descendants. C'est dans l'acte, ils vont agir en tant que tels. Donc je pense que je réponds un peu à ta question, mais bon, si c'est pas complet. Donc c'est justement ça, les réponses. Hein, je veux justement savoir. Aujourd'hui, la classe politique française s'accorde sur un fait. Ils disent on ne peut pas se permettre de perdre le Niger. Oui. Pourquoi? Il vient de le dire. On ne peut, quelqu'un qui dit on ne peut pas se permettre de ça, et que si c'est perdu, oui, eux ils risquent gros. C'est ça, ça veut dire. Donc il faut pas perdre ça, tu vois.
L'uranium, Steve. Ne parlons même pas d'autres richesses qui existent, hein, l'or et tout ça là. Oui. Rien que l'uranium. Tu sais, hein, tout à l'heure dans ton introduction, tu as parlé de terrorisme, djihadisme, terrorisme. Voilà. Tu aurais même pu rajouter irrédentisme. Parce que je vais te montrer comment ça se passe. Tu vois, le terrorisme au Niger n'existait pas à la base. Même au Mali. Ça n'existait pas, dans tout toute le monde la le sait. sous-région sahélienne. Oui. C'est venu après la chute de Kadhafi. Et l'assassinat Muammar de notre guide, notre grand guide. Parce que j'ai même rajouté grand. Kadhafi, la façon dont il est tué, il était grand. Maintenant, il est grand, 3 fois grand. Voilà. Ils en ont fait quelqu'un de 3 fois grand. Il était 1 fois grand, il est 3 fois grand. De la façon dont on l'a assassiné. Voilà. Il est mort en martyr. Bon, alors, donc, le fait de tuer, d'assassiner Kadhafi et de mettre la chienlit en Libye. Regarde ce qui se passe en Libye maintenant. Même l'esclavage a cours en Libye. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que c'est la plus grande, ils ont ouvert la porte de Pandore, c'est la plus grande erreur politique qu'ils aient commise. C'est ça qui fait que les mouvements terroristes, non seulement arrivent en Libye, mais pas parce qu'ils sont arrivés par eux-mêmes, hein, arrivent en Libye par la force des choses. Parce qu'au bout d'un moment, les Libyens ont commencé à se battre entre eux, entre ceux qui étaient déjà inféodés aux puissances occidentales, que ce soit les gens de Benghazi, même Misrata, et puis ceux qui ont commencé à ouvrir les yeux en voyant comment le pays allait se détruire. Voilà. Bon, on appelle ça les pro-Kadhafi, mais bon. Y compris Haftar, on ne sait jamais de quel côté il est. Comme c'est un ancien recruté par la CIA, ou est-ce qu'il défend vraiment la Libye, on ne sait jamais trop, ou la Turquie, on ne sait jamais trop de quel côté il est. Mais tu vois, du coup, il a fallu que les Occidentaux, qui pensaient installer une autorité qui manipulait totalement, comme il y avait déjà maintenant ce désordre, les Libyens qui battent entre eux, ils ont fait appel à une force d'appoint qu'ils ont créée. Ou bien, cette force d'appoint, c'est ça que nous on appelle terroriste. C'est eux qui ont fait une terroriste. Al-Qaïda, c'est la France. L'Occident, je veux dire, pas seulement la France. L'Occident tout entier. Oui, tout entier. Al-Qaïda, c'est l'Occident. L'État islamique, c'est l'Occident. C'est eux qui manipulent tous ces gens-là. C'est eux qui les financent, eux qui les gèrent. Okay? On sait par exemple que en Syrie, par exemple, quand les gens de l'État islamique, ils étaient blessés au front, on les emmenait en Israël pour se faire soigner, Steve. Oui. Pour se faire soigner. Et de toute façon, les États-Unis qui pompent le pétrole syrien, là, pour avoir, tu vois bien que même s'il y avait du vrai terrorisme, pour qu'ils continuent à pomper, il faut qu'ils s'entendent avec les terroristes. Quel que soit Alpha, ils s'entendent avec ces gens-là. Mais non, en fait, ils n'ont pas à s'entendre, c'est eux qui les instrumentalisent. C'est leur objet de lutte. D'ailleurs, je veux que les gens comprennent bien que l'Occident a gagné contre l'Afrique et même le reste du monde par le terrorisme. C'est l'arme de combat par excellence de l'Occident, c'est le terrorisme. C'est ce que les autres nations ont du mal n'ont pas compris tout de suite. Parce que le terrorisme passe comme une abomination. On pense que, en fait, la personne qui peut le faire ne peut pas être un État bien constitué. Non, si. Le terrorisme est l'arme des États occidentaux. Pour coloniser tous les pays du monde, que ce soit les Indiens, ils ont fait du terrorisme en Amérique, pour les exterminer. En Afrique, ils ont fait du terrorisme. Je connais l'histoire, il y a des amis égyptiens qui m'avaient raconté une fois que il y a une scène qui est bien connue en Égypte où 2 soldats anglais font un pari parce qu'ils voient une femme enceinte. 2 soldats anglais colonisateurs, évidemment. Et il y en a un qui dit que non, c'est un garçon qui est dedans. Lui, il dit que c'est une fille. Alors pour voir, ils ouvrent le ventre de la femme. Mais ça, c'est plus le terrorisme. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le village est soumis. Ils n'ont pas besoin de combattre beaucoup. Même les plus forts, les plus grands gabarits du village ils vont se soumettre. Parce que pour faire un tel acte, eux, dans la façon dont ils sont cultivés, civilisés, ils ne sont pas prêts à faire ça. C'est le terrorisme qui a soumis les gens. Tu crois qu'il y avait combien de soldats blancs, là, qui venaient combattre pour coloniser l'Afrique? Ils terrorisaient d'abord les villages en amont, après ils recruteraient des subalternes qui continuaient à combattre avec eux. Et ils continuent à faire du terrorisme. Faire du terrorisme, prendre des otages. Mais c'est ça leur politique. C'est comme ça qu'ils vont coloniser l'Afrique. J'ai dit faire chuter des empires, c'est le terrorisme. Tu comprends? Et donc, c'est ce terroriste qui arrive au Niger et au Mali. Tu comprends? Mais il n'était pas là avant. Maintenant que le terrorisme est là, ce qui était là avant, pendant le cas de Niger, c'était des bandits. Qui d'ailleurs demandaient des comptes à Areva. Ils enlevaient des otages, ils prenaient des gens en otage, demandaient de l'argent à Areva. Areva négociait avec eux. Tu comprends? Et on les a convertis en terroristes aussi. On leur a montré leur intérêt dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, une force d'appoint qui va pratiquer le terrorisme.
au service. Cette fois-ci, ils s'entendent avec Areva. Oui. Tu vois? Et donc, maintenant, pour te montrer la politique de ces gens-là, parce qu'ils disent qu'il y a des intérêts, je reviens sur l'uranium. Dans le cas du Mali, pour toujours prendre les richesses du Sahel, dans le cas du Mali, dès les années 60, les Français, ils ont créé le mouvement irrédentiste, c'est-à-dire les sécessionnistes, qu'on appelle les Touaregs. Comme si Touareg était d'accord avec ça. Non. Mais ils ont créé une fraction de cette minorité qui va faire le sale boulot pour eux, en prétextant qu'ils veulent leur indépendance. Et regarde-moi une petite minorité qui fait l'indépendance s'il y a un territoire qui constitue les 2/3 du Mali, alors qu'eux sont de minorité. Une très petite minorité. OK? Alors, donc, une fois que le socialisme est introduit, le terrorisme arrive, non? Oui. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais dans le cas du Niger, c'est le contraire qui va se passer. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de mouvement socialiste au Niger. Je vais te montrer que ce que je dis n'est pas faux. On va le vérifier. Je répète. Dans le cas du Mali, leur stratégie, ça a d'abord été le sécessionnisme. Une fois que Kadhafi tombe, le terrorisme arrive. Oui, d'accord? Alliance entre les sécessionnistes d'hier et les terroristes Mojao en Sardine, Hakimi, voilà. Et ils ont créé un mouvement dit MNLA, sécessionnisme, mais qui s'allie avec ceux-là. Voilà, ils prennent le nord du Mali, non? Bon, très bien. Après un coup d'État, mais je ne vais pas insister, parce que ce n'est pas le Mali, c'est le Niger. À l'autre côté, c'est le contraire. Il y a d'abord des bandits qui deviennent maintenant des terroristes avec Kadhafi. Donc, pour l'instant, le mouvement sécessionniste n'a jamais existé au Niger. Si tu comprends ça. Mais il va exister, Steve, avec la logique que je viens de te dire. Parce qu'on peut aller A vers B, B vers A, puisqu'ils sont dans la défense de leurs intérêts. Tout faire pour ne pas perdre le Niger, c'est ce que tu m'as dit. Donc, cette fois-ci, ils vont aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de mouvement indépendantiste au Niger. Tu vas voir que dans les prochaines semaines, on va commencer à parler, même peut-être, non, semaine. Dans quelques jours. Non, disons semaine, non. Repoussons, ça ne nous arrange pas. Repoussons. Il y aura un mouvement sécessionniste qui va naître au Niger. Et ça sera les Touaregs. Les mêmes au Mali. Mais c'est dans l'autre sens. Ils vont dire qu'ils sont opprimés, ils veulent une partie. Et la France va investir, va financer, va entretenir. Tout, la propagande comme ils ont fait au Mali. OK? Dans l'autre sens. Mais les Maliens sont déjà expérimentés. Donc, ils peuvent aider le Niger. Le problème de la France, donc maintenant, je reviens sur les intérêts. Maintenant que j'ai bien planté les décors pour que les gens voient bien que le schéma est récurrent, on le connaît. Parce que eux c'est des chiens, hein, les Occidentaux. Ils ne changent jamais leur position de s'asseoir. Ils s'assoient toujours de la même façon. Voilà. Alors, le problème de l'intérêt essentiel, c'est l'uranium. N'écoute pas les bêtises de ces gens-là. Ils disent que l'uranium du Niger, c'est 34%. Après, ils disent que c'est en train de baisser. Après, même M. Asselineau, je l'ai entendu dire que c'est en train de baisser. Même Asselineau répète ça. Bon, j'ai l'impression qu'Asselineau, bon, on pense que c'est peut-être un bon champion pour la France, mais en même temps, j'ai l'impression que lui-même a compris qu'il y a un minimum de choses qu'il faut faire la concession pour figurer dans le tableau d'honneur des élus politiques français qui peuvent avoir une chance d'arriver à quelque chose d'intéressant. Hein? Donc, il fait quelques petites concessions au passage. Je préfère voir ça comme ça. Alors, donc, même lui, il a dit que la part du Niger est en train de baisser. Au profit de Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, qui sont deux États affiliés à la Russie, hein. Donc, tu comprends qu'à tout moment, si les Français continuent à embêter les Russes vont dire aux Azerbaïdjanais, là, et au Kazakhstan, là, ne leur donner plus l'uranium. Ou alors multiplier les prix pour qu'ils ne puissent même pas prendre. OK? Et dans ce cas-là, tu comprends que l'uranium, de la même façon que ils ont perdu le gaz russe, le gazoduc Nord Stream 2 a été détruit, hein. Bon. Et maintenant, ils sont au gaz de schiste, 4 fois plus cher que le gaz russe pour les mêmes quantités. Ou alors, ils vont acheter ça chez les Chinois et les Indiens qui eux-mêmes vont acheter aux Russes, mais vont acheter 2 fois plus cher. OK? Donc, maintenant, ils cherchent des sources d'approvisionnement secondaires, que ce soit en Algérie ou ailleurs. OK? Eh ben, c'est la même chose, là, pour l'uranium. Ça veut dire que, peut-être que ce que je viens de dire, là, ils le savent déjà, qu'ils sont exposés par rapport aux Russes. Donc, il faut que la part du Niger, en fait, c'est le contraire, il faut qu'elle augmente. Oui. Si c'est 34%, moi, je pense que c'est même plus de 50%. Mais il va falloir qu'elle passe à 80%, 90%. Donc, il faut qu'il reste là. Tu comprends? Alors, maintenant, pour rester là, il faut un gouvernement et continuer à prendre gratuit parce qu'ils ne payent rien. Souviens-toi qu'ils ont fait un coup d'État à Tandja. Quand Tandja a demandé seulement qu'on paye au prix du marché mondial, on lui a fait un coup d'État, non? Oui. Voilà. Donc, eux, ils veulent continuer à prendre l'uranium presque gratuit, là, comme ils font là. Ils donnent quelques petits grands, ils sortent les billets. Et Bazoum était justement leur frère qui faisait ce qu'il veut. Tu as compris. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Donc, tout faire pour sauver cet intérêt. L'uranium, c'est important. L'exciter. Et aussi le nucléaire militaire. Et même les sous-marins, ils fonctionnent. Les sous-marins, c'est pas le pétrole qui les fait tourner. Ce sont les sous-marins nucléaires qui font le tour du monde, là. Voilà. Ils ont besoin du nucléaire nigérien. Donc, c'est ça. Absolument. Une dernière question en quelques secondes. Ont-ils perdu le Niger? Oui, parce que c'est écrit.
que la France, l'Occident et tout ce qui est esprit colonialiste doit quitter l'Afrique. Donc, c'est engagé. Le Niger fait partie du mouvement. Le Niger fait partie des premiers qui le disent haut et fort et qui l'appliquent en acte. OK? Donc, la France a forcément... Si elle avait quelque chose au Niger en termes d'influence, en termes d'hommes de paille et tout, oui, c'est perdu au Niger. C'est sûr. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça ne changera rien. Parce que c'est une lame de fond, c'est parti, et ça va toucher d'autres États africains. Et les gens comme le Ouattara qui s'agitent là. D'ailleurs, pourquoi, tu peux me poser la même question, pourquoi Ouattara s'agite? C'est un homme de paille, non? Parce que le prochain, c'est son tour. Oui. Macky Sall, c'est pareil. Embalo, leur tour, ils sont dans la liste des gens qui vont tomber bientôt aussi. Voilà. Et donc de la France, qui va perdre encore plus d'influence. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils s'agitent. Ils s'agitent parce que, tu sais, non, toi tu es bibliste, non? Voilà. Donc tu sais que Dieu a dit à Satan, tu peux continuer à faire ce que tu veux là, mais tu as un temps. Et le jour où le temps va arriver, je vais régler ton compte. C'est pas ça? Ou je paraphrase. Paraphrase. Mais corrige-moi, Steve. Corrige-moi comme ça, j'apprends aussi. Mais il y a des choses comme ça, non? Avec le temps. Avec le temps. Il y a un temps pour ça, n'est-ce pas? Après, c'est fini. Il y a un temps pour chaque chose, dans tous les cas. Donc, c'est le cas ici. Il y a un temps pour la France. Il y a un temps pour tous ces agités-là. Et l'Afrique doit... On peut pas... Tout simplement parce que... Attends, regarde, Steve. Regardons les chiffres. Tu sais que l'Afrique aujourd'hui, c'est juste parce que c'est pas un État, hein. C'est un continent. Mais l'Afrique aujourd'hui, c'est la région du monde la plus peuplée. L'Afrique est passée devant l'Inde, qui déjà elle-même était déjà passée devant la Chine. Je donne des chiffres. L'Afrique a déjà dépassé les 1 milliard 466 millions d'habitants. L'Inde est à 1 milliard 428 millions de poussières d'habitants. La Chine est à 1 milliard 425 millions de poussières d'habitants. Quand tu vois le compteur, voici le site Worldometer, Population. Quand tu vois les compteurs qui défilent, le compteur de l'Afrique, c'est zoom, 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 zoom. J'ai fait exprès que tu sais voir comme ça, pour montrer la rapidité. Quand tu prends, maintenant tu passes à l'Inde, ça fait. C'est lent. Et quand tu prends la Chine, tu attends avant que ça bouge. Tu attends avant que ça bouge. Pourtant, tout le monde a l'idée que la Chine est très peuplée. Sauf que la croissance de la population, en Afrique, c'est affolant. Je te dis, les trois régions du monde les plus peuplées, là, tu prends l'Afrique, le compteur défile de même vitesse. C'est que tu peux même pas, dès que tu as noté 1 milliard 466 millions et des poussières, là, tu n'as même pas fini, tu dois corriger pour mettre 100 ou 200, tu vois. Mais l'Inde, tu as le temps d'écrire avant que ça change au bout d'une minute. La Chine, tu as largement le temps d'écrire, tu vois. Voilà, au moins pendant 5 minutes, la population n'aura pas bougé. Voilà la différence. Et quand tu prends ces chiffres-là pour l'Afrique, tu projettes maintenant, dans seulement une vingtaine d'années. On a eu maintenant des 2 milliards d'habitants. Tu sais, à l'époque, là, la Chine avait à peine 500 millions d'habitants. Les Européens savaient qu'ils ne peuvent pas coloniser la Chine. À cause de l'effet de masse. Donc, c'est ce qui joue pour l'Afrique. Mais l'Afrique a un autre avantage. C'est l'âge médian. L'âge médian de tout le continent africain n'est que de 19 ans. Tout le continent africain. Parce que les pays comme le Niger, l'âge médian, c'est 17 ans. La RDC, c'est 17 ans. Le Cameroun, c'est 18 ans des poussières. Bon, on va rendre à 19. Bon, les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, c'est dans les 27 ans. La Tunisie, c'est 32 ans. Les pays d'Afrique du Nord sont un peu plus vieux. Mais les pays d'Afrique dits noirs, là. Ça veut dire que nous avons une force de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un pouvoir conscient qui veut vraiment faire travailler l'Afrique, on a une force de travail à n'en pas finir. Si maintenant même on veut créer une armée digne de ce nom, on a des soldats à n'en pas finir. Et en plus, Dieu nous a donné les matières premières. Attends. Et on a l'intelligence, on n'est pas bête, on est des humains. Qu'est-ce que tu peux demander plus? Donc toutes les projections montrent que l'Afrique est une puissance en devenir. Et maintenant, le problème des Africains, c'est de prendre conscience de cette puissance. C'est ce que les États comme le Niger font. Le Mali fait. C'est pour ça que quand ils décident, ils sont plus décisifs que le Nigeria. Parce qu'eux, ils vivent leur puissance. Ils savent que pour un humain, avant que la chose soit là, tu dois d'abord la penser et commencer à la vivre. Avant même qu'elle soit là. Oui. Voilà. Et c'est toi qui la réalises parce que tu la vis déjà. Et tu fais tout pour la rendre réelle. Passer du rêve à la réalité. Exactement. Voilà. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellet, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, pour m'avoir accordé cette possibilité d'essayer un peu d'apporter aussi ma contribution dans ce combat dont nous serons tous fiers lorsqu'on aura des... Mesdames, Messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu.